Rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron, je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. la crise diplomatique entre les deux pays s'aggrave de jour en jour. Arrestation de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, déclaration choc et mise en scène du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour satisfaire l'extrême droite. Il faut poser ce rapport de force, parce que on a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Et un président français aux abonnés absents. Alors, à quoi assistons-nous? Cette crise annonce-t-elle un tournant dans les relations entre la France et l'Algérie? Et comment la pensée raciste et coloniale d'une partie de la classe politique française alimente-t-elle les tensions? Pour en parler, je reçois Paul-Max Morin et Nedjib Sidi Moussa. Paul-Max Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous vous intéressez notamment au colonialisme et à son héritage social et politique, et vous êtes l'auteur de L'Algérie de Macron, les impasses d'une politique mémorielle, édité aux Presses universitaires de France. Nedjib Sidi Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Algérie contemporaine, et vous êtes également l'auteur d'une histoire algérienne de la France aux Presses universitaires de France également. Alors, pour commencer, petite question généraliste, comment on décrirait aujourd'hui l'état actuel des relations entre la France et l'Algérie? Tu veux commencer, Paul? Allez, je me lance. Alors, on dit souvent, là, ces jours-ci, qu'on assiste aux pires relations depuis 1962. Je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme-là. En tout cas, il faut constater que depuis l'été dernier, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont bloquées et que tout un tas de sujets ne peuvent pas du coup avancer, qu'ils soient mémoriels ou contemporains. Et donc, c'est vrai que dans toute une histoire de collaboration entre la France et l'Algérie depuis 62, on se retrouve aujourd'hui dans une impasse qui, pour moi, débute au moment où Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est vraiment ça le déclencheur? Oui, c'est vraiment ça le déclencheur, même si depuis, d'autres sujets sont venus se greffer sur la relation franco-algérienne, notamment l'arrestation de Boualem Sansal, le cas des influenceurs algériens ou des OQTF qui viennent régulièrement empoisonner cette relation. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est une relation qui a une longue histoire et qui, depuis 1962, connaît des crises régulières. L'Algérie et la France savent très bien s'entendre quand il le faut, s'engueuler quand il le faut. C'est une relation diplomatique faite de proximité et de distance, comme d'autres partenaires que la France peut avoir à l'échelon international. Mais alors pourquoi ça suscite tant d'émoi selon vous, Nedjib Sidi Moussa? Alors, je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, pardon, dans la mesure où, sans minimiser l'ampleur de la crise actuelle, il faut aussi savoir que par le passé, il y a eu des moments extrêmement tendus. Il suffit de se rappeler que dans les années 70, il y a eu aussi un point de rupture avec des campagnes de haine contre les Algériens, des meurtres aussi, des attentats également, le fameux attentat contre le consulat de Marseille. Donc, il y a un passif, il y a un passé, il y a un héritage également. Encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et aussi, pour aller dans ton sens, et aussi pour compléter ce que tu as dit, je crois qu'il faut effectivement voir ce qui se joue entre deux États, entre deux administrations, entre deux régimes, entre deux bureaucraties. Et effectivement, il peut y avoir des moments où il y a de la convergence, où il y a du conflit, où il y a de la coopération et où il y a de la tension. C'est tout à fait normal dans les relations internationales. Mais il y a quand même une spécificité, ou en tout cas, il y a quelque chose un point sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est que ça se répercute particulièrement chez tout un pan de la population qui vit en France. En particulier, les Algériens établis en France, les binationaux, ceux qui ont une attache aussi avec l'Algérie, ils sont très nombreux dans ce pays, et ces gens-là sont inquiets, ils sont en colère, ils ont raison, ils ont peur parfois, parce qu'ils sont stigmatisés, parce qu'ils sont désignés aussi comme des boucs émissaires, comme les responsables des problèmes que connaît la France aujourd'hui. Et ça, il faut non seulement le pointer, mais il faut également le dénoncer. Donc on n'est pas seulement dans une relation entre États, il y a des êtres humains, il y a des travailleurs, il y a des jeunes, il y a des mères de famille
qui sont aussi pris dans cet étau et dans cet engrenage qui est extrêmement inquiétant. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut bien le comprendre quand on parle des relations entre la France et l'Algérie. Ça va au-delà d'une crise diplomatique, là. Ah ben là, complètement. Ça se répercute dans la vie concrète de plein de gens. C'est intéressant ce que raconte Nedjib. C'est vrai que s'engueuler avec l'Algérie, c'est pas comme si on s'engueulait avec le Soudan ou l'Éthiopie. C'est-à-dire que les sociétés françaises et algériennes sont vraiment mêlées. C'est pas qu'une question d'histoire, c'est une question du quotidien, avec tout un pan de la population française qui a des origines algériennes. Tu as cité les binationaux, mais il y a aussi simplement les Français qui ont des origines algériennes, les descendants de pieds noirs, de juifs d'Algérie. Dans l'étude qu'on a fait dans le cadre de ma thèse, on a prouvé qu'il y avait 39% des jeunes d'aujourd'hui qui ont un grand-père ou une grand-mère qui a été impacté par cette guerre d'Algérie. Donc c'est pour toutes ces personnes-là, l'Algérie, c'est pas que des dates, des lieux, des lignes dans les journaux. C'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui se partage autour d'une table. C'est des rapports aux grands-parents. C'est un rapport à la langue. C'est un rapport à la culture. Et tout ça, on peut pas le piétiner sans responsabilité. Ça appelle à un sérieux, à quelque chose d'important, à une concentration, à une attention aux mots, aux autres, qui devraient tous nous interpeller. Oui, parce que, pardon, je t'interromps, parce que si l'Algérie n'a jamais été la France, pour reprendre la formule des anticolonialistes, parler de l'Algérie, c'est aussi parler de la France aujourd'hui. D'accord, en raison de ces liens humains que tu as rappelés. Et puis aussi, il y a aussi un peuple algérien, il y a un État algérien qui est indépendant. Il y a une société qui est souvent caricaturée, qui est défigurée, qui est déformée à travers certains médias, certains porte-voix, certains responsables politiques qui se comportent de façon tout à fait irresponsable. Et je pense que ces gens, ils ont aussi droit au respect. On peut avoir des désaccords, c'est tout à fait normal, on peut avoir des analyses critiques, parfois sévères, mais il y a aussi un peuple, une société qui doit être respectée. Alors revenons sur le cas de Boualem Sansal, écrivain, qui a été arrêté lorsqu'il a mis les pieds en Algérie. Pourquoi son cas suscite tant d'émoi en France ? On le sait, il y a d'autres détenus d'opinion en Algérie, il y a d'autres écrivains, d'autres journalistes, d'autres opposants politiques qui sont enfermés, mais pourquoi Boualem Sansal, ça suscite tant d'émoi ? Déjà, Boualem Sansal, il est français. Arrêter un Français pour ses déclarations, que l'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il raconte, évidemment, c'est choquant. Et c'est normal qu'un pays défende un intellectuel qui exprime ses opinions et qui s'est fait arrêter pour cette raison. Après, le cas de Boualem Sansal, il s'insère dans des débats qui le dépassent, mais auxquels il participe, qui sont plus larges. C'est-à-dire que il s'est récemment beaucoup rapproché des milieux d'extrême droite, et c'est d'ailleurs suite à une interview dans un journal d'extrême droite qui s'appelle Frontières que ses propos lui ont été reprochés par le pouvoir algérien et qui ont pu amener à son arrestation. Et c'est donc pas pour ses travaux de romancier ou non, même parce qu'avant il faisait le voyage souvent entre l'Algérie et la France, il n'était jamais inquiété. Si l'Algérie a arrêté Boualem Sansal, c'est pour ses déclations sur l'intégrité de l'État. L'intégrité de l'État, du territoire. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. C'est parce qu'il a mis en doute les frontières de l'Algérie par rapport au Maroc. Et donc évidemment, son arrestation est un acte de souveraineté de l'Algérie. Et il rejoint, comme tu l'as dit, une longue liste de détenus d'opinion. Oui, je complétais une chose. Alors effectivement, il est français de fraîche date. Il a été naturalisé il y a quelques mois. Sauf que en Algérie, la binationalité n'est pas reconnue. En fait, c'est aussi en tant qu'Algérien, de fait, qu'il a été arrêté pour avoir franchi une ligne rouge. Encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut. On peut critiquer tout à fait ce principe.
Quand je dis ça, il ne s'agit pas de justifier, que les choses soient bien claires. Je pense qu'elles le sont pour ceux qui sont autour de cette table et pour aussi ceux qui regarderont l'émission. Mais il faut comprendre aussi là pour le coup, il y a un héritage aussi, d'accord ? Un pays, une société, une nation qui a été colonisée pendant plus d'un siècle, un peuple qui s'est sacrifié aussi pour arracher son indépendance. Eh bien, peut-être qu'il y a des questions qui sont un peu sérieuses, notamment le fait de ne pas remettre en cause la souveraineté de tout ou partie du territoire. C'est ce qu'a fait Boualem Sansal. Bon, je ne dis pas encore une fois que cela justifie son arrestation. Que les choses soient bien claires, je l'ai déjà dit. Je suis même contre le principe de la prison même et de l'arrestation. Donc, c'est pour Boualem Sansal, ça vaut pour Boualem Sansal, ça vaut pour tout le monde. Donc, je fais pas d'exception de ce point de vue-là. Mais je sais que c'est pas le débat, c'est pas la discussion. Mais voilà, cette ligne rouge a été franchie. Pourquoi ça a choqué en France ? C'est que c'est un écrivain, effectivement. On est dans une société où... Mais, oui, je vous coupe, mais au-delà du fait que ça soit un écrivain, là-dessus on est d'accord, est-ce qu'il n'est pas mis autant en avant aussi par rapport aux idées qu'il peut véhiculer ? Complètement. Je l'ai dit, je le répète aussi, il faut pas être naïf. C'est quelqu'un qui s'est radicalisé politiquement, qui s'est radicalisé non pas à gauche, mais à droite, parce que c'est un peu dans l'air du temps. Qui, au nom de la lutte contre l'islamisme ou au nom de la lutte contre le régime algérien, eh bien, a alimenté en fait toute une série de clichés, de discours qui participent de la xénophobie ambiante, qui ciblent en particulier les Algériens, les Arabes, les musulmans dans ce pays. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont essayé de le défendre en partant du principe qu'il serait instrumentalisé. Moi, je pense que c'est un grand garçon. Il est responsable, ce serait lui manquer de respect. Ce serait lui manquer de respect de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui a choisi aussi à qui il voulait parler, comment il le faisait également. J'invite, encore une fois, les personnes qui regarderont cette émission à regarder les interviews qu'il a données, qui sont filmées à des médias d'extrême droite ou de droite. Il n'y a pas trop de doute, en fait, sur ses convictions qui sont les siennes depuis quelques années, en tout cas. Ce que je regrette, ce que je déplore, véritablement. Mais bon, voilà, y a tout un pan, effectivement, de l'intelligentsia française conservatrice ou ultra-conservatrice qui a vu en lui un allié, en fait. Un allié, c'est un bon interlocuteur, finalement. C'est quelqu'un qui vient du Sud et qui va, encore une fois, alimenter le nationalisme français, une certaine xénophobie et un discours décliniste qui est utilisé, pas la peine de nommer des noms, par certaines figures médiatiques ou politiques qui se situent à la droite de la droite. Bon, encore une fois, il faut bien comprendre les enjeux. Mais tout ça ne justifie pas son arrestation, là-dessus on est d'accord. Et vous, j'aimerais justement revenir avec vous là-dessus. C'est des propos que vous aviez déjà tenus dans une émission et ça vous a valu quand même quelques problèmes sur les réseaux. On est venu un peu... Pas que sur les réseaux, mais comme d'autres, j'ai envie de dire. Encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser ou de minorer, d'accord ? Il y a d'autres personnes qui, avant moi ou après moi, se sont fait attaquer, ont été ciblées parce qu'elles sont intervenues de façon humoristique ou sérieuse sur certaines questions. Je crois qu'il y a un problème en France sur la visibilité de personnes qui auraient mon pédigré et qui, encore une fois, peuvent porter des propos sérieux ou des propos beaucoup plus légers. Oui, mais c'est quoi ? On vous a accusé tout de suite, parce que vous êtes d'origine algérienne, on vous a accusé de défendre tout de suite l'Algérie. Alors, soit d'être un agent du régime algérien, no comment, soit d'être un islamiste, no comment. Bon, et puis d'autres choses qui sont du même acabit et qui se régleront ailleurs que sur les plateaux télé, de toute façon. Donc... Mais c'est un vrai problème, là aussi. Je veux dire que ceux qui, avec beaucoup de bruit, beaucoup de moyens, beaucoup de hargne, ont fait campagne pour la libération de Boualem Sansal, on les entend peu, en fait, pour dénoncer le climat raciste qui en France, est extrêmement virulent. C'est comme s'il fallait choisir, d'accord ? Soit on choisit de défendre un héros, un porte-voix de la lutte contre l'islamisme, très bien, c'est leur combat, mais... Sur le racisme, c'est la stigmatisation, on les entend plus, c'est étrange quand même. C'est vraiment étrange. Quand tu as dit que d'autres avaient pu tenir des propos et être aussi inquiétés, il faut quand même préciser que d'autres personnes ont tenu les mêmes propos que toi et n'ont pas été attaquées et pas été inquiétées. Et si toi, personnellement, tu as été ciblé, c'est bien parce que tu es un jeune homme arabe intellectuel et qui... Et apparemment de gauche. Et qui, du coup... a une parole qui ne passe pas dans l'espace public, qui est refusée par
par ces acteurs de la droite ou de l'extrême droite. Oui. Sans minimiser pour autant, encore une fois, d'autres aussi ont été attaqués. Si on veut faire référence à cette émission, Benjamin Stora a également été ciblé. Il a été ciblé en tant que juif. Il a été ciblé aussi en tant qu'homme de dialogue aussi entre les deux sociétés. Ouais. Ça, je tiens à le rappeler également. Oui, Benjamin Stora, historien, qui travaille notamment sur la question historique entre la France et l'Algérie. Tout à fait. Ouais, c'est un bon thermomètre ou thermostat, en tout cas, Benjamin Stora, des relations franco-algériennes. Ah bah lui, il est proche du pouvoir et proche des deux pouvoirs. Quand les relations sont tendues, tout le monde se met à le détester. Il se retrouve attaqué de toutes parts avec un millefeuille d'attaques. Quand les relations sont bonnes, ça devient cet homme passerelle que tout le monde embrasse. C'est vraiment un thermomètre. Alors, comme vous l'avez dit, l'Algérie et la France, c'est pas une histoire anodine, c'est une histoire de colonisation, 132 ans de colonisation. Pourquoi, selon vous, le passé colonial continue-t-il de créer autant de tensions entre l'Algérie et la France ? Alors déjà parce que c'est une histoire tendue. La colonisation en Algérie, c'est 132 ans de colonisation, mais c'est avant tout des décennies d'une conquête qui va être très longue et très violente, alors que pendant longtemps en France, on l'a présenté comme rapide et pacifique. Donc ça a été... il y a aussi tout un roman national français qui s'est construit sur un mensonge et qui a longtemps pu perdurer dans les livres d'histoire, même si aujourd'hui, bien sûr, ça va mieux. Ça a été ensuite un système colonial extrêmement dur envers les Algériens, avec une inégalité politique, économique, symbolique, avec un usage régulier de la violence de masse qui permettait de maintenir l'ordre. Et puis ça a été, à la fin de la colonisation, une guerre d'indépendance de 8 ans qui a été extrêmement violente, en ce qu'elle a mobilisé aussi des milliers, des centaines de milliers de personnes et des deux côtés de la Méditerranée. Et donc c'est les deux sociétés qui se sont sorties transformées de cette guerre d'indépendance. Et donc, pour répondre à d'autres questions, cette histoire est tendue parce que en France, on la connaît mal et on la découvre à peine depuis une trentaine d'années et on commence à mieux l'enseigner, mieux la connaître. Mais c'est une histoire qui est mal connue, ce qui permet à certaines personnes, et notamment des responsables politiques, de tenir des propos qu'on pourrait qualifier de négationnistes, qui visent à qualifier positivement la colonisation ou à reconnaître en fait que l'Algérie aurait une dette envers la France, que la France aurait apporté la civilisation et la modernité, et qui continue à s'inscrire dans une idéologie coloniale qu'on a très peu questionnée en fait après la décolonisation. Si en 62 il y a eu une décolonisation des terres, il n'y a pas forcément eu une décolonisation des esprits, comme disait, je crois, Jean-Paul Sartre dans la préface qu'il a fait de Frantz Fanon. Dans Les damnés de la Terre. Des damnés de la Terre, et que ce travail idéologique, il a pas été fait en France. Mais cette histoire, elle est tendue aussi parce que cette histoire coloniale, elle a des conséquences très concrètes sur la France d'aujourd'hui. On a parlé des conséquences démographiques, culturelles, qui sont pas forcément négatives, qui sont justement s'il y a un côté positif de la colonisation, c'est qu'elle a livré des sociétés qui sont aujourd'hui mélangées, riches, qui dialoguent et qui créent une culture vibrante, etc. Donc, il y a des relations économiques, mais il y a aussi une conséquence plus dure, qui est la question du racisme, qui est directement héritée de cette histoire coloniale et qui fait qu'en France, les discriminations, la haine raciale continuent de pourrir la vie de milliers de personnes. Et cela, ce phénomène social, ce fait social, est très peu pris au sérieux par les autorités. Mais pourquoi justement la France a tant de mal à reconnaître ses crimes, a tant de mal à reconnaître son histoire coloniale ? Parce qu'elle s'est en partie construite en faisant cette colonisation. Donc la France républicaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a construit son récit national, ses institutions, en faisant cette colonisation, en adhérant à cette idéologie de la mission civilisatrice, et encore une fois, qui n'a pas forcément été questionnée. Les générations que nous formons aujourd'hui à l'université depuis une trentaine d'années sont les premières à qui on vient expliquer que cette mission civilisatrice était un leurre. C'est les premières à qui on enseigne les enfumades de Dara. C'est les premières à qui on enseigne
toute la période de conquête, à qui on parle de sétif, etc. Ce n'était pas le cas, par exemple, de mes parents ou même des personnes qui sont nées dans les années 70. Justement, cette méconnaissance, est-ce que vous la traduisez avec ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apathy, qui, à la radio, donc, a parlé donc, des fameux crimes qui ont été commis par la France en Algérie, et on a vu vraiment une réelle méconnaissance par rapport à tout ça. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Oui, exactement. Ce sont des faits qui sont méconnus, qui sont pourtant, et c'est là peut-être que l'on doit s'interroger, produits par les historiens et les historiennes depuis 30 ans. Donc les faits sont disponibles, mais ils ont du mal à circuler dans la société. C'est-à-dire, on a du mal à les faire descendre dans la formation des professeurs, l'enseignement, la culture, les médias, et évidemment le monde politique. Il y a une forte résistance, mais qui est avant tout une résistance idéologique et parfois peut-être institutionnelle pour questionner le roman national. Cette histoire coloniale, à la fin, elle a beaucoup à voir avec l'identité nationale française. Et et on voit que certains acteurs vont avoir un intérêt à réhabiliter le passé colonial, mais dans ces cas-là, c'est rarement un discours sur le passé, c'est un discours sur le présent, pour redéfinir une identité nationale française aujourd'hui et porter un discours stigmatisant et dur vis-à-vis des immigrés et de leurs descendants. J'aimerais compléter une chose, j'allais en partie dans ton sens, c'est aussi un peu nuancé. Effectivement, quand on parle du passé, on parle d'aujourd'hui en réalité, on parle de la société française. Il y a des usages présents ou des instrumentalisations de l'histoire à des fins politiques qui sont assez évidentes. Et puis également, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'Algérie, en vérité, on parle de la France. Il faut pas être naïf et dupe par rapport à ça. Alors, tu t'as insisté beaucoup sur notamment le rôle de l'école, effectivement, l'évolution des programmes, puisque j'enseigne dans le secondaire, j'enseigne aussi à l'université, je vois aussi, il y a une forte ignorance des adultes qui peut-être, pour en tout cas certaines générations, n'ont peut-être pas suivi des cours qui parlaient de la colonisation, voire même de la guerre d'Algérie. Sachez, pour ceux qui en douteraient, que c'est le cas aujourd'hui, d'accord ? On en parle au collège, on en parle au lycée. On peut en parler en tout cas, on peut traiter ces questions. Mais je crois que c'est pas vraiment ça le problème en réalité. Parce que ceux qui ont connu ou la guerre d'Algérie, ou même les années qui ont suivi, en fait, pouvaient avoir connaissance de ce qui s'était passé là-bas. Pouvait avoir aussi une connaissance d'approche critique à l'égard de la colonisation. Et c'est pas forcément à l'école que ça se faisait. Ça se faisait, dans les associations, dans les syndicats, dans les mouvements politiques de gauche et d'extrême gauche, qui avaient gardé et conservé, jusqu'à aujourd'hui en réalité, un héritage anticolonialiste. D'accord ? Sauf que l'effondrement du mouvement ouvrier révolutionnaire, l'effondrement des groupes, des organisations, la disparition aussi physique, biologique des personnes qui avaient un lien avec cette histoire anticoloniale, fait que la transmission, la circulation d'autres récits, d'autres imaginaires, aujourd'hui, elle est un peu en difficulté. D'autant que le camp d'en face, désolé, je vais être un petit peu manichéen, un petit peu simpliste, mais ça marche un petit peu comme ça. Ils ont cultivé, eux, un ressentiment. Ils ont cultivé un ressentiment. Moi, par exemple, tu as dû faire la même chose que moi. Pour Histoire algérienne de la France, j'ai travaillé sur quasiment toute la presse d'extrême droite, de 62 à aujourd'hui. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Ils ont toujours cultivé une mémoire, une attention, un intérêt sur la colonisation et la guerre d'Algérie, mais avec leur version à eux. Une version positive. Alors, une version positive de l'histoire, en tout cas de la colonisation, évidemment, avec le récit de la trahison de Gaulle, etc., des institutions de la gauche, évidemment. Et c'est quelque chose d'assez obsessionnel. Et aujourd'hui, ce qu'on a, en fait, c'est que des récits ultra-colonialistes
qui versait dans le ressentiment, avec un côté revanchard et tourné contre les élites, la classe politique, gaulliste notamment, social-démocrate ou communiste, mais aussi contre les immigrés, contre leurs enfants également, algériens en particulier, c'est que ce qui était marginal, aujourd'hui est devenu normal. Ça s'est normalisé. Mais ça vous fait penser à une autre normalisation, c'est celle de l'extrême droite. C'est ça qui s'est passé ces dernières années, d'accord ? Donc la banalisation, la normalisation, la dédiabolisation de l'extrême droite est venue aussi accompagner en fait ce retour d'expressions qui viennent normaliser, faire comme si finalement il n'y avait pas eu de crime, comme s'il n'y avait pas eu de meurtre, comme s'il n'y avait pas eu de racisme. C'est quelque chose qui est aberrant, genre. Pas que pour nous, mais pour ceux qui ont un lien plus ou moins avec cette histoire ou qui la connaissent en tout cas. Vous voulez créer un musée sur la colonisation ? Un musée ou une exposition permanente. L'idée, c'est Marseille a été la capitale de la France coloniale. On appelait ça, c'était plus joli, la plus grande France à l'époque. Ce qui fait aussi que des personnes qui vont énoncer, c'est ça aussi, on est dans un moment assez extraordinaire, des personnes qui vont énoncer des évidences, ou alors un discours ou des vérités qui vont aller contre les mensonges qui sont généralisés aujourd'hui, eh bien, vont être prises à partie par une meute qui a les moyens, qui a la foi d'une certaine manière. Donc, on est dans cette situation qui est assez compliquée, assez délicate. En sciences politiques, le discours sur le passé sert toujours les pouvoirs nationalistes. Que ça soit en Hongrie, en Algérie, en France, aux États-Unis aujourd'hui, ça, c'est une carte dans le jeu politique. En Algérie, au pouvoir, il y a donc un parti, donc le FLN depuis 1962, qui est un parti nationaliste et qui, du coup, pour qui l'histoire est une ressource très importante, parce que c'est vraiment cette histoire révolutionnaire qui a amené au combat pour l'indépendance, qui légitime le fait que le parti puisse être au pouvoir et s'y maintenir. Et les dirigeants algériens ne peuvent pas gouverner l'Algérie sans se référer à cette légitimité-là. Donc évidemment, l'attention à l'histoire est très importante pour les Algériens. C'est pas pour le pouvoir politique algérien. Et donc, lorsqu'évidemment les choses se tendent en France, il va y avoir évidemment des réactions. Lorsque je pense par exemple à ce moment des années 2000, où quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, ça a pu se tendre avec le régime de Bouteflika, parce que Nicolas Sarkozy avait notamment évoqué pendant sa campagne des discours assez durs sur l'Algérie et très positifs sur la colonisation. Donc ça, c'est évidemment pour l'Algérie, ces discours ils ne sont pas acceptables. Donc ils vont dans les relations diplomatiques, demander des excuses à la France, radicaliser leur position pour insister sur notamment pas vraiment la guerre d'Algérie en elle-même, mais vraiment la dimension coloniale. Et c'est évidemment une carte dans le jeu politique pour aussi souligner le nationalisme. Alors, une petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que effectivement, on peut entendre en France que finalement, ce sont les Algériens qui jouent sur la rente mémorielle, qui ne veulent pas tourner la page. On connaît un peu ces discours. Bon, moi qui m'intéresse en ce moment surtout à la France, parce que j'y suis né, pour info, et j'y vis, j'y travaille, j'ai l'impression aussi qu'il y a tout un pan de la société française qui ne veut pas tourner la page, d'une certaine façon, et qui joue aussi à sa manière de cette rente mémorielle. Précisément, pourquoi ? Parce qu'elle est instrumentalisée, elle est chargée politiquement et émotionnellement, elle va jouer sur les blessures du passé, encore une fois, pour stigmatiser, mais aussi pour toucher certains pans de la population qui seraient acquises ou en tout cas attentives à certains discours. Donc, il y aurait sans doute des choses à voir, il y a des effets de miroir ou des parallèles, mais encore une fois, moi je préfère parler de la France sur ce plateau, en sachant aussi, je vais peut-être un peu nuancer ce que tu as dit, alors bon, je ne sais pas si c'est tout à fait le FLN qui est aujourd'hui au pouvoir, mais même s'il l'a longtemps été, mais effectivement, il faut bien comprendre que
la République algérienne démocratique et populaire, c'est comme ça que les institutions s'appellent en Algérie, c'est la dénomination précise de l'État algérien. Eh bien, c'est le produit, tu as souvent utilisé le mot guerre, moi je parle plutôt de révolution, qui a mobilisé des millions de personnes, qui a aussi fait de nombreuses victimes. Et ça, je veux dire, ça vit dans la conscience de nombreuses familles algériennes, si ce n'est de toutes les familles algériennes. Donc c'est pas un élément secondaire, c'est un véritable bouleversement de la société et donc, effectivement, le régime s'est appuyé, l'État algérien moderne s'est appuyé et a joué de cela. Mais est-ce qu'il pouvait faire véritablement autrement? Moi, j'en doute un petit peu. Néanmoins, voilà, encore une fois, si on revient sur la société française, il y a des basculements, il y a des glissements qui, moi, me surprennent encore jusqu'à présent. Je peux livrer une petite anecdote aussi. Quand, par exemple, il y a quelques années, avec des étudiants d'une université de banlieue qui se reconnaîtront peut-être, on avait parlé du fameux projet de loi de 2005 qui comportait un article qui vantait les bienfaits de la colonisation, pour le dire vite. Donc, on avait analysé les débats de la classe politique. Et ils m'ont dit, mais monsieur, on n'a pas changé, on n'a pas évolué, on n'a pas avancé, en fait. Donc, souvent, c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure, en nous demandant si la relation entre la France et l'Algérie, elle avait avancé ou pas. Mais en fait, il y a peut-être un problème du côté de la classe politique française. Et effectivement, alors, moi, je suis un peu dubitatif quant à la capacité de nos élites politiques françaises à s'intéresser aux travaux des scientifiques. Tu sais aussi bien que moi, je crois qu'il y a un gros problème et que c'est l'idéologie qui prime chez eux. Cette histoire, en fait, elle a donné naissance en France à des cultures politiques différentes. Il y a eu des cultures politiques anticoloniales, comme l'a décrit Nedjib, dans la société française, dans la classe politique française aussi, de Clémenceau à Gambetta un certain temps, puis jusqu'aux anticolonialistes français, dans la gauche française, etc. Parfois même une partie de l'extrême droite a pu être anticolonialiste à un moment. Elle a aussi donné naissance à une très forte culture politique coloniale, et avec des partis coloniaux, des familles politiques coloniales qui ont défendu le projet colonial, qui ont défendu la guerre, qui ont défendu la mémoire de la guerre, la mémoire de la colonisation pendant des décennies. Et donc, il y a eu, dans les années 2000, une ouverture, c'est-à-dire notamment parce que le gouvernement socialiste de Lionel Jospin a reconnu le fait que ça avait été une guerre en 1999. Mais ils ont aussi reconnu que l'esclavage avait été un crime contre l'humanité avec la loi Taubira en 2001. Il y a eu toute une série d'avancées comme ça pour adopter un regard critique sur le passé colonial de la France et le passé esclavagiste. Ça a été insupportable pour toute une partie de la droite française, qui, derrière Nicolas Sarkozy, mais aussi toute une assemblée de jeunes élus dans ce qu'on appelait à l'époque la droite décomplexée, qui s'est rassemblée dans le sarkozysme et qui ont, par définition, adopté une position réactionnaire, c'est-à-dire qu'ils ont réagi à des avancées majeures que la France avait faites, et qui vont proposer tout un autre programme qui s'incarne dans cette loi dont parle Nedjib, donc la loi de 2005, et qui va leur permettre de faire une OPA sur la droite française, de faire disparaître le gaullisme. Et ils vont, grâce à la réhabilitation de la colonisation française, radicaliser la droite française sur les questions identitaires. Et c'est le même personnage, Nicolas Sarkozy, qui va faire campagne contre la repentance en 2007, un terme qu'il va prononcer 27 fois en une campagne présidentielle. C'est lui qui va introduire ce terme-là dans le débat public, qui va après créer un ministère de l'identité nationale. Parce que le discours sur le passé à cette époque-là, en 2005, c'est aussi un discours sur les émeutes le terme m'échappe, parce que émeute c'est un peu négatif, mais les soulèvements de 2005 dans les banlieues françaises. On est dans ce même moment-là. Et donc, il faut un discours nationaliste dur sur les immigrés et leurs descendants, et évidemment leur passé. Pour que ces personnes-là soient de bons Français, il faut qu'ils soient reconnaissants de ce que la France a apporté à leur pays d'origine. Et d'autant. Éric Zemmour, quoi. Oui, mais il est le produit en fait d'un contexte et d'une situation, et tu l'as bien décrite pour ce qui concerne la France.
Il y a aussi un autre niveau, mais on va pas passer 2 heures dessus, mais c'est celui de la géopolitique ou des relations internationales. Il y a quand même un tournant avec les attentats d'Al-Qaïda et ce qu'on va appeler la guerre contre le terrorisme, qui ne va pas servir qu'à traquer les méchants terroristes, mais qui va aussi installer un climat de suspicion, de surveillance généralisée, de stigmatisation de pans entiers aussi de la population, mais là au niveau mondial. Et je crois aussi que la vague d'attentats de 2015-2016 a aussi réactivé pas mal de traumatismes, de blessures, et aussi libéré une certaine parole, précisément parce que au nom de la lutte contre le terrorisme ou contre l'islamisme, on a bien vu que ça s'est progressivement élargi. D'ailleurs, on me permet de dire que si quelqu'un comme moi se fait accuser d'être islamiste, enfin, inquiétez-vous, quoi. Inquiétez-vous. Oui, après les attentats de 2015, Éric Zemmour publie une tribune dans le Figaro qui s'appelle « La guerre d'Algérie n'est pas terminée ». Donc pour lui, c'est la continuation d'un combat civilisationnel dans lequel les Algériens, leurs descendants, les Félagas de l'époque, les islamistes aujourd'hui, tout ça se confond dans un même groupe homogène qu'il s'agit de combattre, et il faut défendre la France, son identité fantasmée et du coup son histoire coloniale. Oui, c'est le récit du choc des civilisations en réalité. Et on l'a vu également, bon, on va pas non plus faire 2 heures dessus, mais c'est important quand même de faire des rappels, là, pour le coup. Hein. Non, c'est important. C'est à ça. Quand il y a eu la guerre civile des années 90, on a aussi vu dans la guerre civile algérienne. La guerre civile algérienne, oui. On a aussi vu dans la presse d'extrême droite la réactivation des souvenirs de la guerre d'Algérie, en fait. Notamment parce qu'il y avait eu des attentats attribués aux fils en France, dans le RER, etc. Et il s'est passé après la même chose. Mais parce qu'ils ont ce dont on ne se rend pas compte, sauf si on les lit, sauf si on les suit. Et moi, je pense que si on est antifasciste, il faut connaître son ennemi. Il faut savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barricade, même si ça fait mal à la tête, même si ça fait mal au ventre. Mais ils ont des schémas, ils ont des récits préconçus qu'ils ressortent, dont ils peuvent parfois reformuler ou reprendre les formules selon les contextes. Mais c'est toujours là, c'est l'ennemi de l'intérieur. Et c'est le fait que fondamentalement, il y a des êtres qui sont différents par essence et qu'on ne peut pas assimiler, qu'on ne peut pas intégrer. Et donc que l'on doit refouler soit dans les désirs aussi, hein, mais aussi que l'on doit refouler physiquement. Soit les mettre à la marge de la société, soit carrément les expulser. Donc toi, tous ces discours sur OQTF, hein, les individus dangereux, les listes que je vais vous faire... Les expulser même si ça va contre la loi, parce que Bruno Retailleau a tenté d'expulser un Algérien qui attendait son jugement. Ça va en piétinant ce qui reste de l'état de droit, en réalité. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que si on stigmatise à ce point une partie de la population, c'est tout le reste qui doit s'inquiéter. Alors je voulais revenir avec vous, Paul-Max Morin, sur un épisode de septembre 2022, où Emmanuel Macron était allé en voyage en Algérie et pour parler de la relation franco-algérienne, avait dit que c'était une histoire d'amour, si je dis pas de bêtises, qui a sa part de tragique. C'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Donc voilà, on est toujours dans cette espèce de déni du récit colonial français, avec une espèce d'imaginaire. Et vous, donc, vous avez publié une tribune où vous repreniez les propos d'Emmanuel Macron en expliquant pourquoi c'était problématique de tenir de tels propos. Et la tribune a été retirée du Monde, semble-t-il, après que le chef de l'État ait passé un coup de gueule. Ça, vous pouvez nous expliquer un peu cet épisode ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces déclarations, c'est de les mettre en perspective dans le temps long. C'est-à-dire qu'au début de son quinquennat, en Algérie, Emmanuel Macron avait déclaré que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. J'avais trouvé ça, à l'époque, intéressant, puisque ça marquait une forme de clivage, de rupture dans la société française, et ça avait amené à une certaine polémique. Il avait un peu aussi présidentialisé, qui avait créé du débat. Et 5 ans après, on se retrouve avec une autre déclaration, à Alger aussi, en Algérie, où il parle là d'une histoire d'amour qui, effectivement, a sa part de tragique. Et donc, je voulais souligner en quoi, en 5 ans, on avait observé une droitisation de Emmanuel Macron sur plein de sujets, ça c'est pas moi qui le dis, c'est mes collègues en sciences politiques, mais aussi sur les questions de mémoire, alors que Emmanuel Macron s'est toujours présenté comme étant très progressiste sur les mémoires de la guerre d'Algérie. C'était un peu la jambe gauche du macronisme, et je voulais souligner qu'en fait, même sur cette jambe gauche-là, il y avait eu une forme de droitisation.
qui avait amené Emmanuel Macron à reprendre un discours finalement assez typique des nostalgiques de la colonisation, qui n'utilise pas les termes de l'histoire, parce que crime contre l'humanité, c'est un terme juridique, conquête, c'est un terme de l'histoire. Histoire d'amour, c'est pas un terme d'amour, non, c'est le langage de l'opinion, le langage romancé, etc. Ça, c'est romantiser la colonisation, presque. Exactement, même si on accepte qu'il y ait une part de tragique, ce n'est pas le langage du réel. Et je voulais rappeler que, en fait, depuis 30 ans, les historiens et les historiennes nous ont donné des mots pour parler du passé, et qu'on n'a pas besoin d'utiliser un langage comme ça imagé pour parler de cette relation. Donc j'ai simplement fait ça, par ailleurs à la demande du Monde, puisqu'il me l'avait commandé alors que j'étais en vacances. Et effectivement, je crois que cette tribune n'a pas plu, enfin même j'en suis sûr, elle n'a pas plu au président de la République, et l'Élysée a appelé le Monde, qui du coup a fait le choix de retirer la tribune et de présenter ses excuses au président de la République en disant que j'avais fait une erreur factuelle d'analyse, ce qui était évidemment pas du tout le cas. Donc après, j'ai été soutenu par des collègues, dont Nedjib, et il y a eu la publication d'une tribune de soutien dans le Monde. Oui, c'était une forme de réparation. Mais néanmoins, je pense que cette séquence, elle dit quelque chose d'important sur en quoi ce sujet est central dans le macronisme. Ça dit quelque chose du narcissisme du président et du fait que l'Algérie est devenue un domaine réservé du président de la République. Et que gérer ces questions mémorielles, c'est très important pour lui. Et quand on vient souligner une forme peut-être de perversité, de contradiction, de quelque chose qui tout simplement lui plaît pas, on se retrouve très vite confronté à une forme de violence. De censure. Alors, mais il y a d'autres cas, évidemment. Je me rappelle bien de ce qui t'est arrivé. Mais il faut bien comprendre justement la sensibilité, l'importance ou la centralité de la question algérienne en France. Pas seulement sous Emmanuel Macron, mais c'est vrai que il en a fait une question prioritaire. Il a politisé, sans doute surpolitisé, surtout pour ce qu'il en a fait, comment il a essayé de vendre une fausse solution, mais c'est pas le premier en réalité. Mais il y a des lignes rouges aussi en France. Je pense qu'il faut le rappeler. Il y a des lignes rouges en Algérie, mais comme dans tous les pays, et il y a des lignes rouges en France. Et on s'en est rendu compte, et on s'en rend compte dans la conjoncture actuelle. Voilà, il y a qu'il s'agisse de l'affaire Boualem Sansal ou d'autres personnes que je ne nommerai pas. Le Monde, mais pas que, en tout cas, ceux qui font l'opinion, et je vais pas faire la liste ici des médias ou des personnalités qui soient censures ou nous ont censurés. Je vais pas revenir non plus sur une censure que j'ai subie de la part d'un journal qu'on a mentionné. Mais voilà, il y a des lignes rouges en France sur cette question-là. Il faut pas croire qu'on en parle librement. Il y a aussi des cas d'obstruction dans des milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, dans les milieux politiques aussi. Ne soyons pas naïfs à ce sujet. Donc, parler d'Algérie, encore une fois, c'est parler de la France, c'est parler aussi des silences, des compromissions, d'une classe politique, de gens qui ont de l'influence, de gens qui ont du pouvoir. D'accord ? Donc, c'est pas une question anodine. C'est une question sérieuse. Et c'est aussi pourquoi, c'est là-dessus qu'on se retrouve dans l'histoire algérienne de la France. J'ai voulu mettre ça en avant parce que ce que j'avais remarqué, c'est que qu'il s'agisse de la question coloniale, qu'il s'agisse de la question musulmane en France, j'ai l'impression que certains l'ont utilisé pour un peu tourner autour du pot. Sauf que c'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Le nez au milieu de la figure, c'est la question algérienne en France. Et c'est vrai qu'on peut tirer le fil avec d'autres questions. C'est vrai. Mais en raison de l'importance de la communauté algérienne en France, numériquement, ça crée quelque chose. Bien sûr. En raison aussi, il y a une question de géographie. Enfin, je veux dire, on est séparés simplement par la Méditerranée. La Méditerranée, ça a toujours été un lieu de brassage, de circulation. Donc, on est liés. C'est comme ça. La colonisation nous a liés par la force, par le sang. Mais aujourd'hui, on doit être capable aussi de créer d'autres ponts. Je pense que c'est la responsabilité de tous ceux qui veulent avoir un discours sur la France et sur le monde aujourd'hui. On est nombreux et nombreuses à en fait demander à une forme de normalisation de ce sujet, parce qu'il les trouve
très vite pris en otage par des idéologies, des instrumentalisations politiques, des questions d'image, dans le cas d'Emmanuel Macron, alors qu'en fait, si on traitait ce sujet, et notamment l'histoire algérienne de la France, comme un sujet normal, ce serait aussi très dépassionné. Pourquoi ça doit être géré au niveau de l'Élysée et pas par l'Éducation nationale, par le ministère de la Culture, peut-être par le ministère de l'Intérieur ou des Armées, enfin, dans une forme de politique publique qui soit normale. Sur d'autres sujets, que ça soit des sujets de biologie ou même d'autres pans de l'histoire, je pense par exemple à l'histoire de la Shoah ou d'autres parties de l'histoire de France, on sait produire de la recherche. On crée une ANR, on engage des doctorants, on donne de l'argent à des chercheurs, on ouvre des archives, on produit de la recherche. Cette connaissance, elle existe. On crée des postes. On crée des postes. Il manque 11 000 postes à l'université française. Voilà, donc là, on ne peut pas créer cette connaissance, on a du mal à la faire. Ou alors on le fait, mais dans des cadres précaires ou en dehors de l'université. Une fois qu'elle existe, cette connaissance, il y a des politiques publiques pour la faire circuler. On donne de l'argent à la culture, on forme les professeurs, on travaille sur les programmes scolaires, on développe des modules d'intervention pédagogique. Ensuite, on peut créer, comme le disait Nedjib, des moyens de faire circuler les jeunes en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a pas mal d'associations qui se battent pour la création d'un office franco-algérien pour la jeunesse, par exemple, comme ça existe avec l'Allemagne ou le Québec. Donc, il y a plein de solutions qui sont disponibles. Et à la place, on se retrouve avec beaucoup de discours présidentiels, de déclarations, alors de gestes symboliques qui sont importants, de reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin. Il y a eu toute une succession de gestes importants d'Emmanuel Macron, il ne faut pas le nier, mais qui reste toujours sur quelque chose de très symbolique. Et en fait, je crois que le mot-clé dans cette histoire, mais comme dans d'autres sujets, c'est le travail. Il y a toute une partie de la France qui aboie sur ces sujets-là, et puis il y a toute une partie du reste de la France qui travaille de manière modeste, silencieuse, et qui fait son boulot. Et pour travailler, il faut des outils. Comme un menuisier travaille avec des outils, les chercheurs ont besoin d'outils, les romanciers ont besoin d'outils, je crois que des personnes comme Alice Zéniter, finalement, qui font des romans qui sont lus par des centaines de milliers de personnes, vont avoir sur le long terme beaucoup plus d'impact que Éric Zemmour sur la société française. Alors justement, sur la question politique, on l'a dit avec Emmanuel Macron, donc, qui s'est rendu plusieurs fois en Algérie et qui a fait de l'Algérie son domaine réservé. Il y en a un autre qui surfe sur la vague algérienne, c'est Bruno Retailleau. On le sait, il est en train de se préparer à l'élection présidentielle de 2027. Il se montre aujourd'hui très virulent à l'égard de l'Algérie, avec des discours même racistes. L'évidence, c'est que, bien évidemment, à Mulhouse, si l'Algérie avait respecté le droit, nos accords, ses obligations, il n'y aurait pas eu d'attentats islamistes à Mulhouse, ni de victimes. Qu'est-ce que ça raconte, ça, de notre société aujourd'hui française ? C'est un peu ce qui a été dit auparavant. C'est une droite décomplexée, revancharde, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de mal aussi. Je pense que, là encore, il y a les postures, il y a les discours, et il faut bien comprendre ce que ça met dans la tête des gens. Ça libère une parole raciste, et pas qu'une parole, des actes également. Demandez autour de vous ce qui s'est passé depuis notamment la dissolution de l'Assemblée. D'accord ? Moi, j'ai plein d'anecdotes que je pourrais vous donner sur des cas que j'ai moi-même vécu, que mes proches ont vécu, donc il ne s'agit pas de choses très éloignées. D'accord ? Et ça se répète, ça se reproduit, et c'est extrêmement inquiétant. Donc il y a des conséquences directes. Il y a des conséquences directes entre le discours de ceux qui sont censés être en responsabilité et la vie quotidienne de millions de personnes. Des gens décents, des gens honnêtes, d'accord, des gens qui se lèvent tôt et qui rendent service à cette société. Ils n'en profitent pas, ils rendent service à cette société. Ils rendent service aussi à d'autres sociétés, mais ils rendent service à cette société. Donc là, on a un croisement en fait d'une situation, d'une conjoncture nationale que tu as très bien expliqué, d'ambition personnelle aussi. Bon, c'est un scoop pour personne. C'est quelqu'un qui se positionne pour être à la tête de son parti et pour ensuite éventuellement se présenter aux prochaines présidentielles. Mais je voulais juste dire une chose, parce que en t'écoutant, je voulais aussi rappeler le contexte international. Je crois aussi, il ne faut pas l'évacuer de la discussion. Qu'on paye deux choses. C'est à la fois, en fait,
dans la continuité de l'indépendance de l'Algérie, qui en fait était le joyau de l'Empire français, et qui inscrit en réalité chez les nationalistes, chez les impérialistes, l'idée du déclin. D'accord ? Parce que pour eux, la grandeur de la France, c'était l'Empire. D'accord ? C'était les possessions extra-européennes. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'ils qu'ils cultivent cette idée du déclin, de la grandeur perdue. Alors, c'est pas Make America Great Again, mais c'est faut rendre la France plus grande. Et dans le même temps, eh bien là où la France avait des positions, là où la France avait de l'influence culturelle, économique, etc., eh bien elle est en train de se faire chasser pour de bonnes ou de mauvaises raisons. D'accord ? Je suis pas là pour parler à la place des peuples d'Afrique qui veulent prendre leur destin en main et peut-être renégocier d'autres rapports plus équitables avec la France. D'accord ? Donc il est en train de se passer ça au niveau international, mais il se passe aussi autre chose. Il s'est passé aussi autre chose, d'accord ? Notamment le conflit israélo-palestinien, notamment la dévastation à Gaza. Et là aussi, c'est une question d'histoire. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une montée des tensions, une montée aux extrêmes au Proche-Orient, eh bien, comme c'était le cas, alors en 56, c'était la guerre en Algérie, hein, mais en 67, en 73. Eh bien, il y avait une vague de racisme anti-arabe et anti-algérien, en particulier en France. Donc, on vit ça aussi. Je sais pas, et c'est pas pour forcer et mettre ce sujet sur la table de façon artificielle, mais ça doit quand même rester dans un coin de notre tête, d'accord ? On a aussi un alignement, je dirais, des extrêmes droites françaises, des extrêmes droites américaines, des extrêmes droites hongroises, des extrêmes droites israéliennes également, qui, eh bien, à un moment donné, vont se retrouver sur un agenda impérialiste, raciste, colonialiste, et il y a des relais en France de ce point de vue-là. Donc, faut bien comprendre aussi comment se positionnent les uns et les autres. Est-ce que c'est pas le cœur du sujet au final ? C'est-à-dire, est-ce que tout ce racisme, comme vous l'avez dit, qui converge sur les Algériens, qui converge. Alors si, ça reste le cœur du sujet parce qu'ils sont là, d'accord ? Mais il y a aussi des agendas qui sont internationaux et qu'il faut comprendre à l'échelle du globe, d'accord ? Et je crois que Bruno Retailleau fait un diagnostic complètement erroné de la société française, qu'il perçoit obsédée par son identité et obsédé par l'autorité. Les travaux sur des grandes données quantitatives, notamment de Vincent Tibéri sur la société française depuis 30 ans, montrent que c'est pas du tout le cas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une minorité active qui peut être obsédée par ces questions, dont en fait Bruno Retailleau est un des emblèmes. Et donc, en investissant ce sujet de l'Algérie, Bruno Retailleau fait un acte d'autorité, de souveraineté. Il fait une démonstration de sa capacité à être autoritaire, à être dur avec l'Algérie, ce qui en fait de lui tout de suite non seulement un marqueur de la droite et de l'extrême droite. Donc il s'affiche, il y a comme un peu là à droite une course à l'échalote pour qui va être le plus dur avec l'Algérie. Ça comprend Bruno Retailleau, mais je pense aussi à François Bayrou, à Édouard Philippe, même Gabriel Attal a signé des tribunes dans je sais plus quel journal, peut-être Le Figaro, pour être dur avec l'Algérie. Donc maintenant, pour être présidentiable, il faut être dur avec l'Algérie. Ça fait de vous un bon Français, finalement, mais ça fait aussi de vous un futur président, puisque vous vous attaquez au régalien. Donc le régalien, c'est la relation diplomatique, mais c'est aussi toutes les questions d'immigration, effectivement. Et quand on parle de l'immigration en France, on parle pas des Danois. On parle forcément, sans le dire, toujours des Algériens, qui... La relation aux Algériens, depuis l'histoire coloniale, c'est la relation à l'altérité, c'est la matrice qui a défini toute la relation à l'altérité de l'identité française pendant la colonisation, mais et surtout après la décolonisation depuis les années 60. Tout à fait. On serait aussi très surpris, hein, moi j'aime bien exhumer des textes de la presse politique de gauche du siècle dernier, de voir que à la fin des années 40, on avait des campagnes de haine raciste, anti-algérienne, parce que précisément, c'est un moment où la liberté de circulation va s'affirmer. Il y aura une immigration, une diaspora algérienne de plus en plus nombreuse, notamment à Paris, mais pas seulement. Et ils vont être associés aux mêmes mots qu'aujourd'hui, en fait. Alors, c'est soit la maladie, c'est la délinquance, et c'est des personnes considérées comme étant oisives, en fait, ou qui profitent, ou qui sont dangereuses également, des agresseurs potentiels. Donc là aussi, il ne s'agit pas de dire que l'histoire se répète de façon tout à fait exacte, à l'identique,
Il y a quand même des changements, des bouleversements, mais il y a des vieux réflexes chez les conservateurs, chez les réactionnaires français, d'accord ? Cette capacité à stigmatiser, à, encore une fois, trouver un bouc émissaire et un ennemi de l'intérieur, ça a été le juif, ça l'est encore. Pour tout un pan de la société ou des conservateurs et des réactionnaires, ne l'oublions pas. Il ne s'agit pas, pour moi, et on le sait, de mettre en concurrence judéophobie, musulmanophobie, d'accord ? Parfois, les uns et les autres, de manière tactique, vont mettre en avant une figure, mais ils n'oublient pas derrière, d'accord ? Parce que c'est dans leur matrice, dans leur ADN politique. Mais voilà, certains pensent qu'aujourd'hui, c'est un peu plus payant de mettre en avant l'Algérien. Voilà, en ce moment, c'est payant. Quand on est à droite, à l'extrême droite, qu'on a envie de faire une carrière politique, quand on a envie de vendre des livres, quand on a envie de vendre du papier. Voilà, c'est simple, prenez le nombre de couvertures au cours des dernières années. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le décompte ou si tu connais un collègue, où il y a le drapeau de l'Algérie dessus. C'est plus souvent des publications de droite et de l'extrême droite, d'accord ? C'est un peu le chiffon rouge qu'on va agiter pour exciter justement les bas instincts du lectorat ou de la société qui est xénophobe, tout simplement, disons-le. Mais là encore, se focaliser simplement sur, je dirais, nos adversaires, nos ennemis, ceux qu'on n'aime pas, c'est un peu facile, je dirais. Même si c'est nécessaire, d'accord ? Il faut connaître comment ça bouge de l'autre côté de la barricade. Moi, mon problème, c'est plutôt du côté de ceux avec qui on pourrait s'entendre, d'une certaine façon, et puis qui sont étrangement muets ou qui sont aux abonnés absents. Alors, pas tous. Pas tous. Je peux en parler du coup avec expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui ont encore les bons réflexes et c'est rassurant. C'est rassurant. Néanmoins, là encore, je pense qu'il y a des voix qui ne se sont pas fait entendre. Je pense qu'il y a des initiatives qui n'ont pas été prises et je pense qu'il y a des impulsions en fait, parce que c'est pas une question d'intellectuel ou de travail universitaire. Je pense que c'est très important. Je veux pas minimiser ni ce que tu as fait, ni ce que je peux faire, ni ce que nos collègues peuvent faire, mais je crois qu'il y a une dynamique sociale et politique, culturelle même, qui nous manque cruellement aujourd'hui. Justement, la dernière question, on va terminer là-dessus. Est-ce que on aura une relation apaisée entre la France et l'Algérie, et avec aussi la France avec sa communauté franco-algérienne, quand la France sera débarrassée de ce racisme systémique qui gangrène la société française ? En tout cas, c'est une première étape pour y arriver, c'est sûr. Je pense que sur la question vraiment du racisme, il faut rappeler à tous les responsables politiques qui nous écoutent que les faits sont têtus, comme disait Lénine, et qu'il y a tout ça est documenté depuis des années. Les taux de discrimination, le racisme dans la police, et il s'agit vraiment de ne pas nier le réel, et qu'il y a c'est quelque chose qui va vraiment pourrir la vie de milliers, si ce n'est de millions de citoyens français, et qui sont françaises, et donc c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont l'ambition de nous gouverner, de s'attaquer à ce sujet avec ambition, avec sérieux, avec respect. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que la lutte contre le racisme, elle est non seulement méprisée, voire elle est suspecte. Et que aujourd'hui, être antiraciste, c'est presque être anti-français, anti-républicain, alors que il y a aussi dans la culture politique française une lutte anticoloniale, antiraciste qui fait partie de notre culture politique commune. Et donc, il faut prendre ce sujet au sérieux parce que dans la France de la mondialisation, dans cette France du XXIe siècle, qui est dans les faits post-colonial, il y a un choix à faire. Et dans ce tournant-là, si on veut construire, accompagner cette société qui a déjà bougé, il faut absolument lutter contre le racisme et l'antisémitisme sans jamais dissocier ces deux sujets, évidemment. Oui, alors, tu poses la question, mais en réalité, tu avances la réponse également. Oui. Je vais aller dans ton sens. Mais en insistant sur une chose, c'est qu'effectivement, il y a eu un basculement qu'on peut maintenant, surtout quand on l'a vécu, quand on l'a accompagné, même si on a essayé de se battre contre avec nos maigres forces, c'est qu'effectivement, la question identitaire, elle est venue supplanter la question sociale. D'ailleurs, pour tous ceux qui, parmi les essayistes, les théoriciens, les politiciens de droite et d'extrême droite, en gros, c'est la question matérielle n'existe pas. D'ailleurs, on leur a trop donné à ceux-là, d'accord, dans les banlieues, les immigrés, et puis ils profitent. La vraie bataille, c'est la bataille identitaire, c'est la bataille culturelle. Bon, pas la peine de revenir dessus, mais il y a aussi, et je te rejoins également, un basculement qui s'est opéré. Alors chez certains intellectuels qui jadis étaient de gauche, qui jadis étaient libéraux, qui aujourd'hui, on ne sait même plus où ils habitent ces gens-là. Des personnes qui, par exemple, pouvaient avoir produit
ou dit ou fait des choses extrêmement intéressantes sur la question du racisme il y a quelques années, voire quelques décennies de cela. Et aujourd'hui, basculement complet, ce sont ceux qui, pour des raisons diverses, eh bien, servent à dénigrer, à caricaturer, à rabaisser eh bien, la lutte légitime contre le racisme et pour la justice sociale, pour l'équité, pour l'égalité. Ce sont notamment ceux qui se lancent dans des croisades anti-woke, d'accord ? Encore une fois, peu importe, il peut y avoir des débats sémantiques, je ne suis pas le dernier à les mener de ce point de vue-là, mais ne soyons pas dupes. Ceux qui aujourd'hui stigmatisent, ou en tout cas utilisent le chiffon rouge de l'Algérie ou le chiffon rouge woke, ce sont les mêmes. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, à nous, justement, de ne pas tomber dans le panneau, mais il ne s'agit pas seulement de s'opposer. Encore une fois, il faut être capable, aujourd'hui, de porter des initiatives et des récits alternatifs, optimistes, offensifs même. Et de ce point de vue-là, la question algérienne, ça peut être un atout, précisément parce que c'est celle qui permet de parler de la diversité, de la pluralité, de la différence, de manière positive, encore une fois. Et je pense que c'est vraiment une richesse, et c'est un point d'entrée ou un point de sortie ou un point de fuite qui nous permet de penser peut-être une France différente. D'accord ? Une France qui n'est pas figée, une France qui peut être au diapason des dynamiques sociales et culturelles qui sont déjà en cours. Et encore une fois, je te rejoins. La classe politique, sans même parler de la droite et de l'extrême droite, est tout à fait en retard par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. D'accord ? C'est pour ça que je n'ai que peu d'espoir. Et j'ai pas de message à donner à la classe politique, mais c'est plutôt à ceux qui veulent que les choses changent. Il faut qu'ils aient confiance en leur propre force. Bien, merci à tous les deux de nous avoir accordé votre temps. Et puis, on espère que la situation ira pour le meilleur entre les deux pays à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous.